Je sais pas pour vous, mais je trouve que on a beaucoup de personnes qui sont provocantes, mais qui n'ont pas vraiment beaucoup de fond, et qui sont pas très intéressantes en réalité. Et alors aujourd'hui, je reçois Michel Maffezoli pour la seconde fois, qui est une personne qui a beaucoup de fond, et qui est aussi très provocante. Donc vous allez l'entendre. C'est quelqu'un que je trouve passionnant parce que il a vu avant beaucoup de monde, et il s'est intéressé et il a pris des risques sur, par exemple, sur le développement du féminin, sur l'homosexualité, sur l'ésotérisme. Et en fait, on parle de tout ça et on parle de l'évolution de la société, de tous les changements qu'on est en train de vivre en ce moment, mais à l'aube de la compréhension à travers les mythes grecs. Et donc, on repart du 18e, 19e, 20e siècle pour essayer de comprendre dans quelle société on est en train de vivre, comment tout ça, ça a créé du lien depuis 1950 en réalité. Bref, c'est une conversation vraiment passionnante, je trouve, et qui apporte du fond, avec toujours ce petit côté acide que moi j'aime bien en tout cas. Donc, je vous laisse écouter cet épisode. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour Michel. Bonjour, bonsoir. Bonjour à toutes et à tous. Ce que je trouve intéressant en ce moment, c'est qu'on est dans des pensées un peu binaires, avec du prêt-à-penser surtout, avec de la pensée par tweet ou voilà. Et en fait, ce que j'essaye de faire sur Vlan aussi, c'est d'avoir une pensée un peu complexe, intéressante. Et c'est là où j'essaye d'emmener ce podcast, en tout cas, autant que je peux. Et donc là, je reçois Michel Maffezoli. On va ensemble discuter de Dionysos. C'est marrant parce que tous les gens ne parlent pas ni grec ni latin, ne connaissent pas toute l'histoire de ces dieux grecs. Mais il se trouve qu'on peut regarder tous les bouleversements qu'on est en train de vivre en regardant ces dieux et ces mythes qui sont en train de bouger. Donc, j'aimerais bien que vous me parliez d'abord de Prométhée et de tout ce mythe de la modernité du 19e siècle et qu'est-ce que ça implique et comment on le voit de manière très concrète aujourd'hui. Je pense, par exemple, à la relation aux femmes, je pense par exemple à la croissance, à la performance, voilà. Et puis, qu'est-ce qui est en train de bouger avec ce mythe de Dionysos, si on reprend cette idée? Bon, encore une fois, gardons ces idées à la fois philosophiques et fort simples, qu'il y a ce qu'on appelle un esprit du temps. Ouais. Un imaginaire dans lequel la vie sociale baigne. Moi, j'ai eu pour maître le fondateur de la réflexion sur l'imaginaire, Gilbert Durand. Quand on lui demandait de dire ce qu'il en était, il disait tout simplement c'est un climat, une atmosphère. Donc, en même temps, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que tout comme il y a des changements climatiques stricto sensu, il y a aussi des changements climatiques dans la vie spirituelle, dans la manière d'être ensemble, etc. Voilà. Alors, nombre de bons auteurs. Alors, Nietzsche, pour moi, qui est un auteur qui m'a toujours inspiré, et qui était un prophète, qui était un bon renifleur de ce qui était en gestation, si je puis dire, montrait qu'il y avait, quand on regarde sur la longue durée les histoires humaines, 2000 ans, notre champ d'observation, il y a des balancements. Il reprenait d'ailleurs, bon connaisseur qu'il était du grec, reprenait le terme qu'on utilise sans bien y faire attention, qui est le mot époque, qui veut dire parenthèse en grec. Donc, il montrait qu'une parenthèse ça s'ouvre ou une parenthèse ça se ferme, tout simplement. Et que, alors, pour décrire cela, il rendait attentif qu'il y avait des longues périodes, une époque ça dure 3-4 siècles, où va prédominer la figure apollinienne ou Prométhée. Alors Apollon, c'est un dieu dans la mythologie qui est un dieu que l'on appelle techniquement ouranien, c'est-à-dire tourné vers le ciel, c'est-à-dire le cerveau, la raison. Et en pendant de cet Apollon, c'est Prométhée. Prométhée, c'est celui qui vole le feu aux dieux, qui introduit l'industrie, le travail sous ses diverses modulations, et qui a des grandes époques pour lesquelles ce sont ces figures-là qui sont des figures dominantes. Bien. Et puis, tout simplement, par usure, par fatigue, eh bien, ces valeurs laissent la place à autre chose, et il proposait la figure de Dionysos. Dionysos qui est un peu le dieu dans l'Antiquité de l'hédonisme, le plaisir du corps,
une sexualité assez débridée, enfin toutes choses de cet ordre qui, une fois qu'on est fatigué d'un modèle, on revient en quelque sorte vers l'autre. Alors, ce qui a caractérisé le 19e, pour répondre exactement à votre question, pour moi le 19e est l'apogée de la modernité. C'est là que se crée véritablement, dans la foulée du XVIIIe, la philosophie des Lumières, dans la foulée du cartésianisme, les grands systèmes sociaux. Et un grand philosophe, moi, qui m'a beaucoup inspiré, auquel j'étais lié, Michel Foucault, rappelait que les grandes institutions sociales qui nous sont familières viennent en fin de compte du XIXe siècle. Et là, c'était quoi? C'était la valeur travail qui a prédominé. C'est-à-dire que tout le reste, le corps n'était légitime que s'il produisait ou s'il reproduisait. Donc même la sexualité n'était légitime que s'il y avait reproduction, par exemple. Voyez. Et de fait, c'était une société assez machiste, pour employer ce terme-là, où le masculin prédominait et le masculin adulte. Voilà. Et c'est là-dessus que s'est élaboré, soyons clairs, l'économie moderne. C'est-à-dire, dans le fond, ne vaut que ce qui sert, l'utilitarisme, l'importance de l'argent, l'importance, encore une fois, d'un matérialisme qu'on peut dire vulgaire, mais qui était le fondement même de la vie sociale. Voilà un peu ce qu'était la modernité, en son sens, je dirais, à l'apogée, c'est-à-dire au XIXe siècle. Voilà. Et avec, encore une fois, une vraie marginalisation de ce qui était le plaisir d'être, le plus-être. Il ne faut pas oublier que c'est à ce moment-là que se fait la dichotomie entre le corps, l'esprit, la nature, la culture et autres dichotomies de cet ordre. Voilà. Mon hypothèse, c'est que c'est en train de changer. Et est-ce que... parce qu'en fait, là, on parle du 19e, mais nous, on est au 21e. Au XXe siècle, il y a eu des mouvements comme sur la liberté de la femme, par exemple, parce qu'en fait, de ce que vous dites, en fait, au 19e, il y a eu cette... emprise encore plus, parce qu'elle existait déjà quand même, de l'homme sur la femme. Il y a eu aussi, si je ne me trompe pas, cette idée de famille nucléaire, avec juste 2 parents, et il y a eu la fidélité sexuelle, il y a eu tous ces éléments-là qui sont relativement récents, non? J'ai l'impression. Oui, c'est d'abord la famille qu'on appelle mononucléaire, c'est-à-dire un homme et une femme et quelques enfants, c'est dans le fond début du 19e siècle. Et il faut avoir à l'esprit quelque chose de très simple. Quand un couple, par exemple, se mariait à l'âge de 20 ans, il y avait une espérance de vie commune de 20 ans, puisque la mort était là, assez rapide. Maintenant, il y avait une vie dans la vie. Là, un jeune couple qui se marie à 20 ans, il sait qu'il a 50 ans d'espérance de vie commune. D'où le fait qu'il y a des amours successives, qu'il y a des familles différentes, qu'il y a, etc., de cet ordre. Voyez, déjà, empiriquement, c'est quelque chose de là qu'il faut avoir à l'esprit. Mais voilà, moi, je pense que c'est à partir des années 50 du XXe siècle que se fait la césure, véritablement, entre cette modernité dominante et puis le grouillement culturel que nous vivons actuellement, c'est-à-dire le passage, encore une fois, de Prométhée à Dionysos. Je donne toujours 2 exemples. Le design, c'est-à-dire quand on va rendre belle la casserole, c'est-à-dire l'objet de la vie quotidienne garde sa fonctionnalité, mais on le pare. Une espèce d'esthétisation. Et également, à ce moment-là, ce qu'on a appelé le postmodernisme architectural, qui s'est élaboré avec un architecte italo-américain qui vient de mourir, Roberto Venturi, qui fait en 1950 un manifeste contre ce qu'on appelle le Bauhaus, c'est-à-dire ce qui en France va être le Corbusier, c'est-à-dire l'obscénité de nos HLM, si je puis dire, c'est-à-dire une architecture à angle droit. Et que c'est en 50, en quelque sorte, qu'est en train de se faire la césure. Ensuite, il y a les années 60, 64 Berkeley, 68 les révoltes juvéniles en Europe, où on ne se reconnaît plus dans ces grandes valeurs, l'individualisme moderne, l'individualisme, le rationalisme et le progressisme. Et c'est là où on voit se développer, alors pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, moi je dirais un dépassement du patriarcat. Et c'est là où l'on voit, moi à l'époque j'avais même parlé d'une féminisation du monde, c'est-à-dire comment les valeurs féminines qui avaient été marginalisées ou qui avaient été mises derrière le mur de la vie privée, dans la famille, ces valeurs-là contaminent, je fais exprès d'employer cette expression, l'ensemble de la vie sociale. De manière très simple. Par exemple, le culte du corps, la mode,
la cosmétique, une esthétisation de tout un chacun et jusque y compris des éléments masculins, des hommes, si vous voulez. Alors, vous voyez, c'est un peu ces éléments-là très concrets qu'il faut voir quand on parle de féminisation, c'est-à-dire non plus simplement l'utilitarisme, mais le plaisir d'être, je dirais. Et sans que cela soit péjoratif, étant entendu que quand on regarde ce qu'est la Renaissance, c'est une période qui est très proche de la nôtre. C'est-à-dire, et c'est là où les femmes jouaient un rôle qui n'était pas négligeable, à tous les niveaux d'ailleurs, que ce soit au niveau culturel, au niveau sexuel, au niveau de la poésie, à quelque niveau que ce soit. Parce que vous êtes intéressé à la féminisation du monde très tôt, en fait. Enfin... Oui, enfin, mon début quand j'ai écrit mon livre sur Dionysos, c'était en 1982. Ça fait 40 ans. Et c'est à ce moment-là que je rendais attentif à des choses très simples, en voyant comment... Je vais vous donner un exemple qui m'avait frappé à l'époque, le discount, les soldes. Et voir comment, j'habite à Paris dans le centre, et je voyais comment au Forum des Halles, c'était les jeunes de banlieue, les jeunes gens de banlieue qui profitaient des soldes pour venir s'habiller, par exemple. Le souci du vêtement était un truc qui était féminin. Enfin, au 19e siècle. Tandis que là, on voit bien comment il y avait un processus, je répète, de contamination. C'est-à-dire que d'une certaine manière, tout un chacun, et ces jeunes de banlieue venaient. Pour moi, ça a été une espèce de petit indice, vous voyez, qui m'a dit, c'est à partir de là que j'ai essayé d'analyser le fait que le corps reprenait de l'importance, le plaisir d'être, le fait que ce n'était pas simplement la valeur travail. Je donne un exemple. Quand les femmes devenaient cadres, il fallait qu'elles se plient aux horaires qui étaient ceux des cadres habituels. Là, à partir d'un certain moment, eh bien, non, à partir de 18h, 17h, on partait. Et là, ça fait un changement, vous voyez, global, c'est-à-dire quelque chose qui fait que c'est pas simplement la valeur travail qui va prédominer. On peut être performant ou performante et en même temps avoir une vie, je dirais, à côté. En fait, c'est marrant, il y a cette expression aujourd'hui qui est je veux plus réussir dans la vie, je veux réussir ma vie. Oui, disons qu'il y a la prise au sérieux d'une vie qui n'est pas simplement utilitaire, le qualitatif de l'existence. Moi, je pense que la grande vertu et la caractéristique de Dionysos, c'est de faire de sa vie une œuvre d'art. Ou encore des slogans comme ça qu'il convient de rappeler, ne plus perdre sa vie à la gagner, par exemple. Et on a des quantités d'exemples en ce sens, mais chaque jour, quotidiennement, vous voyez, moi, il y a 2-3 jours, je voyais des cadres de haut niveau qui avaient arrêté ce qui était leur progression professionnelle pour revenir, aller, je sais pas, s'occuper d'abeilles dans le sud de la France, recréer de l'artisanat. Moi, j'ai un de mes anciens étudiants, bon philosophe Silané, Aurélien Fouillé, qui vient de publier d'ailleurs un livre fort intéressant. Je vous le conseille d'ailleurs, ce livre. Et Aurélien Fouillé, il a fait l'école Boulle, il a un atelier d'ébéniste. D'accord. Oui. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que, en fait, ça peut nous sembler être en rupture, etc. Mais en fait, finalement, ça vient des années 50, voire des années 70. Donc, en fait, ça permet aussi de voir que finalement, ce mouvement féministe, mais aussi de manière plus large de réappropriation du corps, il date des années 70, et qu'en fait, ça a mis 50 ans, oui. Et en fait, on est encore dedans. En fait. Alors, si on veut être un peu plus précis, j'ai dit tout à l'heure, une époque dure 3-4 siècles, suivant les historiens, etc. Alors, il y a l'époque qui est ça, et il y a des périodes. La période, c'est le moment intermédiaire entre le passage d'une époque à une autre époque. Et je crois que nous sommes dans cela. Et les périodes, ça dure quelques décennies. C'est pas du jour au lendemain que cela se fait. Parce que pourquoi ? Ça prend du temps parce que, comment dire cela, les valeurs établies, instituées, continuent à rester instituées. En termes sociologiques, l'instituant a toujours du mal à s'affirmer par rapport à l'institué, ce qui est là. Ou alors, si je fais une image, les astrophysiciens montrent qu'on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile morte. Le foyer s'en est éteint, on continue à voir cette lumière. C'est un peu cela qui est en jeu actuellement. Nos institutions restent très masculines encore,
dans le sens de la valeur travail, dans le fond quelque chose qui est la performance, la négation du corps, pas véritablement du plaisir et tout à l'avenant. Donc ça continue dans nos institutions à être dominant. Et puis il y a des forces émergentes, et je crois qu'il y a lieu d'être attentif auprès des jeunes générations, qui vont redonner de l'importance. Vous voyez, pour moi, cette féminisation, j'avais dit, alors le terme n'est pas très heureux, j'avais parlé du corporéisme, c'est-à-dire la valorisation du corps. Le corps que l'on habille, la mode. Le corps que l'on soigne, la diététique. Le corps que l'on construit, le bodybuilding. Voilà, par exemple, des éléments, de mon point de vue, qui étaient des éléments de cette féminisation. Vous voyez, pas simplement, encore une fois, producteur, reproducteur, ce que Michel Foucault a bien montré pour le 19e siècle, mais comme cela se voyait à la Renaissance, un corps, je dirais, vécu pour lui-même. Voilà, pour moi, un des éléments de cette féminisation. Cela renvoie, et ça serait l'objet de notre développement, on ne peut pas ici le développer, à ce retour de la nature. C'est-à-dire non pas la nature comme étant simplement un objet à dominer. On se souvient, au milieu de discours de la méthode de Descartes, l'homme comme maître et possesseur de la nature. L'homme comme maître et possesseur de la nature. Là, donc, c'est-à-dire dominer la nature, jusqu'à la dévaster. Les saccages écologiques le montrent à loisir actuellement. Là, au contraire, notre rapport à la nature beaucoup plus réversible, vous voyez, quelque chose qui est beaucoup plus doux. Moi, j'ai appelé ça une écosophie, c'est-à-dire la sagesse de la maison commune. Et là encore, moi, je pense que c'est un de ces éléments de cette féminisation, c'est-à-dire non pas simplement dominer, mais rentrer dans un processus d'interaction. Pourquoi ? Parce que ce sont les femmes qui donnent la vie, ce sont les femmes qui engendrent, ce sont les femmes qui, etc., etc. Ouais. Vous voyez, donc c'est en ce sens que c'était l'esprit du temps, on est parti de là tout à l'heure, le climat, l'atmosphère, est en train de changer, mais ça prend du temps. Maintenant, on parle d'écoféminisme. Oui, alors pourquoi pas bien sûr. Et vous vous êtes intéressé très tôt aussi aux homosexuels ? Non, moi, disons, oui, enfin, j'avais créé en Sorbonne un centre qui s'appelait le GRÉ, je crois, Centre d'études et de recherche sur l'homosexualité. À l'époque, je disais, c'était pas chic, c'était en 83. Ça vous a été beaucoup reproché. Oui, entre autres, il y a eu beaucoup de reproches me concernant, mais celui-là en particulier. Mais tout simplement en disant, j'étais allié, proche, et je discutais avec Michel Foucault, qui est mort en 84 du sida, lui le pauvre, et qui lui, est timidement, à sa manière, montrait l'importance de cette homosexualité qui était la sienne, et qui, à bien des égards, s'est par après contaminée, où il n'y avait pas, à proprement parler, disons, de blocage, peu à peu, grâce à ses travaux, et puis grâce à ce qui a été la vie sociale, l'atmosphère, il y a eu un changement par rapport à cela. Mais il suffit de voir comment, par exemple, moi je travaille beaucoup sur l'histoire, sur l'Empire romain, sur d'autres civilisations où l'homosexualité n'était pas stigmatisée, n'était pas non plus revendiquée comme étant une simple spécificité à sens unique. C'est une attitude qui est beaucoup plus souple, qui intègre cette caractéristique, qui est une caractéristique humaine, qui fait qu'on peut coucher avec des garçons pour les hommes et avec les filles pour les femmes. Et alors, j'aimerais comprendre, parce que dans tout ce mouvement, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous étiez tôt sur tous les sujets, donc c'est ça que je trouve génial, mais vous êtes aussi intéressé à la voyance et à l'ésotérisme. Oui, dans mon centre qui s'appelait le centre, qui s'appelle d'ailleurs, il continue d'exister, c'est un d'études sur l'actuel et le quotidien. L'idée, alors là, sociologique, très simple, c'était de dire un fait social peut devenir un fait sociologique. C'est-à-dire, c'était une idée de sociologue allemand Max Weber, qui montrait qu'après tout, quand quelque chose existait, on pouvait l'analyser. Alors, j'avais créé ce centre de recherche sur l'homosexualité, c'est là comment on peut, d'une manière académique, universitaire, intellectuelle, en parler. De la même manière, j'ai fait passer 3 thèses, dont une qui m'a valu beaucoup d'ennuis, sur l'astrologie, celle de Madame Tessier, mais il y en avait eu d'autres avant.
L'idée était simple. Moi, je suis un mécréant personnellement en astrologie, mais disons que, en disant après tout, tout le monde va consulter son signe, ou alors sinon tout le monde, beaucoup de personnes vont, quand ils sont chez le coiffeur, ou quand ils sont dans les salles d'attente de tel ou tel endroit, regarder l'astrologie. Voilà. C'est en ce sens, moi, que d'une certaine manière, je trouvais important de traiter, d'accepter que des chercheurs travaillent là-dessus, tout en étant, à titre tout à fait personnel, moi, j'ai bien dit un mécréant dans le domaine. Mais voilà, du moment que ça existait, ça pouvait devenir un objet d'analyse. Ça, c'est le premier point. Sur l'astrologie. Oui. À côté de cela, parce qu'il y avait deux mots que vous avez employés, l'astrologie et l'ésotérisme. À côté de cela, moi je considère qu'à l'opposé d'une conception purement rationaliste du monde, qui a été la grande marque moderne, puisque j'ai cité Max Weber, il rappelle qu'avec la réforme protestante, il y a rationalisation généralisée de l'existence. Voilà. C'est ce qui va devenir le grand rationalisme des Lumières, etc., où, dans le fond, on va évacuer les autres aspects de la vie et ne garder que la raison souveraine. Moi, je rendais attentif au fait que l'animal humain, il y avait du mystère, il y avait un sens du sacré qui le préoccupait, il y a l'importance des mythes, de la mythologie, des fables, des contes et légendes, enfin peu importe, et que tout cela structurait ce que l'on était individuellement et collectivement. Avec cette idée que le non-logique n'est pas illogique, mais ça a logique propre. Le non-rationnel n'est pas simplement irrationnel, ça a une rationalité propre. Et il suffit de voir comment contemporainement, cette dimension est en train de se développer. Le New Age californien le montre bien. La religiosité multiforme, l'importance des philosophies extrême-orientales, le retour d'une religiosité sous ses diverses modulations, et qu'il vaut mieux intégrer cela. C'est quand on ne sait pas intégrer cela que ça devient pervers. Le djihadisme en est une expression, c'est-à-dire quelque chose qui devient fanatique, sanguinaire, parce que justement la société n'a pas su, je dis bien intégrer, ce que j'appelle moi homéopathiser le sacré, le ritualiser. Voilà. Et donc moi je pense que c'est un élément humain, ça à côté d'autres, mais cet élément ésotérique n'est pas négligeable. Non. Et en fait, dans une conversation précédente, je me souviens qu'on avait parlé du mot analyse, du fait de de la racine du mot analyse. J'aimerais bien que vous repreniez ça, mais aussi du fait que maintenant on est à l'inverse de cette analyse. On essaie de tout rassembler ensemble finalement. Oui, le mot analyse, j'avais dit, c'est une idée très simple qui vient de l'étymologie grecque, c'est ce qui découpe la réalité en quelque sorte. Et c'est pas inutile, je veux dire, c'est le développement scientifique repose sur le fait d'arriver à couper en morceaux pour pouvoir, bien évidemment, porter un jugement, établir des lois. Alors, moi, j'ai jamais eu envie de cracher dans la soupe. Moi, je suis pas anti-moderne, personnellement. Quand on vient de voir ce qui a été bon dans la modernité et de voir ses faiblesses, ou en tout cas ses limites. Voilà. Et c'est en ce sens que c'est intéressant de voir comment, contemporainement, vous avez dit la forme sans employer le mot, c'est le fameux holisme. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans le New Age contemporain, qu'on va retrouver dans la vie quotidienne, chacun d'entre nous. C'est-à-dire le fait d'avoir ça et ça. C'est, en termes rhétoriques, on appelle ça l'oxymore. C'est-à-dire, dans le fond, le fait que, oui, le mot que vous avez employé, que Edgar Morin a bien développé, cette complexité de tout un chacun d'entre nous, et cette complexité de la société. Alors voilà, par rapport à l'analyse qui découpe, moi je suis frappé de voir comment j'avais parlé d'un corporéisme mystique, vous voyez, par exemple, c'est-à-dire comment ces jeunes générations peuvent à la fois avoir le souci du corps sous ses diverses modulations, et en même temps des préoccupations mystiques, ou du matérialisme religieux. Vous voyez, on pourrait s'amuser à créer des expressions de cet ordre qui rendent attentifs à cette complexité du monde et à cet holisme qui fait qu'on n'est pas ou, mais et. Oui, on peut être... Ceci et cela. Ouais, on peut changer au fur et à mesure du temps, en fait. Avoir une... Je sais pas, moi je dis des choses simples. Par exemple, quand je parle beaucoup à des chefs d'entreprise, je montre comment tel ou tel manager, j'en voyais tout à l'heure avant de venir ici, peuvent avoir le look
comme j'ai un costume, machin chose, cravate. Et puis ce soir, traîner dans les boîtes malfamées de telle ville avec un look différent, une vêture différente. C'est et je peux être à la fois un bon manager performant et en même temps avoir le souci de mon corps, le plaisir d'être avec d'autres, etc. Voilà, c'est ça, cette dimension holistique qui me paraît riche, et en tout cas qui, pour moi, est une des grandes tendances dionysiaques de notre société. C'est marrant parce qu'en fait, en ce moment, on parle beaucoup d'injonctions contradictoires sur les personnes. Donc, par exemple, on va attendre des femmes qu'elles soient la femme au foyer, ou la femme qui travaille, et la fille au lit, etc. Ou chez les hommes, on va attendre qu'il soit l'homme protecteur et qu'il soit sensible. Mais regardez, ils sont Oui, ils sont... Moi, ça me frappe de voir comment les hommes, si on reste là pour manger des hommes, pour les gens de mon âge, c'était impensable de voir porter son gamin, son bébé, avec je sais pas comment on appelle ça, enfin le truc. Non, non, mais je vois très bien ce que vous voulez quelque dire. chose ad hoc. Et là, maintenant, c'est une banalité. Et de la même manière, pour les femmes, c'est quand même très intéressant de voir. C'est ça pour moi un élément de cette féminisation. Et j'ai bien dit qui contamine. Le corps social, c'est de voir qu'elles peuvent être, oui, je ne sais pas si c'est une injonction paradoxale, c'est du paradoxe, tout simplement, c'est-à-dire en même temps performative dans la maison et en même temps n'étant particulièrement efficace dans leur lieu de travail, par exemple. Mmh. Mais vous voyez, faire en sorte que le travail ne devienne plus la totalité de la vie. En gros, c'est ce qui est en jeu, et c'est ça qui est cette dimension holistique. C'est-à-dire, encore une fois, je dis c'est-à-dire quelque chose qui fait que, alors, le mot que j'emploie, moi, c'est l'entièreté de l'être. De l'être individuel et de l'être collectif. Et cette entièreté que l'on avait oubliée, que l'on avait marginalisée, fait que tout à la fois, je peux être performant, faire de la poésie, lire des romans, écrire, c'est intéressant, le développement de l'écriture au travers. Voyez des éléments de cet ordre. Le développement technologique est à cet égard intéressant. Moi, je dis qu'Internet, c'est actuellement un des lieux faramineux, parce que 70% du trafic d'Internet, c'est des lieux de discussion de philosophiques, religieux, érotiques. Beaucoup érotiques. Non, pas beaucoup. Non, mais bien sûr, mais il y a des sites de rencontres, bien évidemment. Ah, aussi. Oui. Mais il y a aussi, moi, je m'intéresse beaucoup à saint Thomas d'Aquin, qui est le philosophe du très... beaucoup sur Internet. Tout à fait fou. Oui, figurez-vous qu'il y a des quantités de cercles de recherche thomistes, des jeunes en particulier, qui n'ayant rien ne connaissant absolument pas la pensée de saint Thomas d'Aquin, là, se retrouvent, discutent, échangent, parfois d'une manière sotte, parfois d'une manière beaucoup plus sophistiquée. Voilà, c'est pour ça que je dis, Internet, ce sont ces vieilles lunes, c'est-à-dire d'être en contact avec l'autre, érotique, philosophique, religieuse. Voilà un peu une conception de l'entièreté, c'est-à-dire pas encore ou, mais et. Voilà quelque chose qui est... pour moi, une dimension qui dépasse le simple rationalisme, mais qui met l'accent sur une des catégories qu'on n'a pas employées, mais qui est la catégorie dionysiaque par excellence, une conception émotionnelle du monde. C'est-à-dire partage des passions, partage des affects, partage des émotions, et ce, dans tous les domaines. Et ça, c'est une des grandes tendances, à mon avis, qui est en jeu actuellement. Et il y a un mot que vous avez utilisé, et je sais qu'il vous est cher, qui est le sacré. Moi, j'ai la sensation qu'on revient à ça, déjà sacré dans son corps, mais aussi le sacré à l'extérieur. Pourquoi pas passer par des rites? On a complètement perdu, j'ai la sensation qu'on a quand même perdu beaucoup de rites de passage. Par exemple, le passage à l'âge adulte, on n'a plus vraiment en Occident. Écoutez, on en parlera, puisque tout début mars paraît mon prochain livre qui va s'appeler « La nostalgie du sacré ». Et à vrai dire, j'ai pas osé le mettre dans le titre, mais le mot qui me convient davantage, c'est un mot un peu sophistiqué, alambiqué, c'est le sacral. L'idée du sacral, c'est-à-dire un sacré qui se diffracte, qui va occuper tous les éléments de la vie sociale, etc., qu'on va retrouver dans l'écologie, qu'on va retrouver en effet dans le soin du corps, qu'on va retrouver dans la multiplication des relations sexuelles, etc. Ce sacral, alors voilà, c'est ça la nostalgie du sacré. Moi, je pense que c'est une des grandes tendances qui va se développer de nos jours, c'est-à-dire comment ces jeunes générations
par opposition aux gens de mon âge ou d'autres générations plus anciennes pour lesquelles ne comptait que la valeur travail, eh bien mettre l'accent encore une fois sur ce que j'appelle le prix des choses sans prix. Le sacré, c'est ça, hein, c'est-à-dire quelque chose qui ne rentre pas dans le matérialisme ambiant, mais qui au contraire redonne force et vigueur véritablement à la dimension spirituelle. Vous voyez, moi j'avais proposé tout au début de ma carrière, je créais un mot qui s'appelait le bourgeoisisme. Peu importe le terme, mais le bourgeoisisme, c'était ce qui a dominé au 19e. Aussi bien capitaliste que socialiste. C'est pour ça que je disais bourgeoisisme, qu'on va retrouver dans l'un et dans l'autre prévalence de l'économie, importance du matériel, encore une fois, ne vaut que ce qui sert, le 1% culturel, la culture étant marginalisée, etc. Bon, c'est ça le bourgeoisisme. Or, il me semble, moi, qu'une des grandes tendances actuellement, c'est un dépassement de ce bourgeoisisme. C'est ça le sacral. C'est ça le fait que d'une certaine manière, il y a retour des formes spirituelles sous leur modulation multiple d'ailleurs. Hein, et encore une fois, le développement des philosophies extrême-orientales le montre bien, vous voyez. Et que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est si une société équilibrée, c'est uniquement si elle sait gérer ce sacré qu'elle évite les perversions, qu'elle évite les fanatismes multiples et divers. Et qu'actuellement, on voit bien que le fanatisme revient parce que justement, la société moderne n'a pas su gérer, n'a pas su homéopathiser le sacré. Voilà, moi, mon hypothèse, c'est qu'il convient d'homéopathiser le sacré. D'accord. Et alors, du coup, est-ce que enfin, on va pas pouvoir durer très longtemps sur ce sujet, mais néanmoins, est-ce que c'est de là que vient la déconnexion des élites? Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elles sont pas là-dedans du tout. Elles sont encore dans cette valeur travail. Oui, alors là, c'est un autre développement, puisque j'ai écrit mon livre avec Hélène Stroll sur ce thème, la faillite des élites. L'idée est simple, hein. C'est que chaque société a besoin d'élites, c'est-à-dire des gens qui, dans le sens simple du terme, hein, l'élite, c'est ceux qui disent, c'est ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire. Ouais. Hein, journalistes, experts, politiques, etc. Et que ceux que sont nos élites modernes restent sur les grands schémas qui se sont élaborés au XVIIIe et au XIXe. Hein, ce que je disais tout à l'heure, une étoile morte, on continue à en voir la lumière, même si le foyer est éteint. Et donc, dans le fond, gauche et droite confondues là-dessus. Hein, il n'est pas la peine de faire de distinction. Il reste sur la valeur travail. Ce mot qui ne veut plus rien dire, le progressisme. Hein, il faut entendre, vous voyez, ces hommes politiques parler du progressisme, etc. Le contrat social, les valeurs républicaines, enfin bon, des trucs dans ce genre. Et ces élites continuent à rester sur ces valeurs qui furent des belles valeurs, encore une fois. Hein, moi, j'ai pas envie, j'ai bien dit de dire que ce n'a pas été performant, mais ce n'est plus en phase avec l'esprit du temps. Et donc, du coup, il y a une déconnexion. Cette déconnexion, vous savez, elle est très simple. Méfiance vis-à-vis du politique. Méfiance vis-à-vis des journalistes, méfiance vis-à-vis des intellectuels. Hein, cause toujours, tu m'intéresses. On a l'impression que... Hein, voilà. Et en même temps, moi je suis attentif, Internet aidant, à l'émergence d'une autre élite, c'est-à-dire il faut repérer comment ces jeunes générations ont de la créativité, mettre l'accent sur cette dimension holistique du monde, d'eux-mêmes, etc. Voilà un peu, en gros, c'est le mécanisme de saturation. Hein. Quelque chose se sature, quelque chose d'autre naît, décadence, renaissance. Moi, ma formule, je l'ai dit, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et on voit émerger, en effet, actuellement, un monde nouveau qui est un monde fort intéressant. Super. Et alors, ce podcast s'appelle Vlan. Donc, je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir ou claquer la porte. Non, moi, oui, je veux pas claquer les portes. Non, mais claquez pas de porte, il n'y a pas de problème, vous pouvez les ouvrir. Moi, je veux pas claquer les portes. Tout ce que j'ai dit était de rendre attentif à ce que je viens d'indiquer, c'est-à-dire, dans le fond, il y a un monde en gestation que certains d'entre nous, je suis de cela, appellent la post-modernité, et que plutôt que de dénier ces valeurs en gestation, encore une fois, le corps, hein, quelque chose qui donne de l'accent à la place aux femmes, à la place qui leur revient aux femmes, tous ces éléments-là sont des éléments qu'il convient de prendre en compte. Et voilà, moi, ma porte est ouverte. Super. Merci beaucoup, Michel. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.